Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Rémi d'Expat Charmant. On se retrouve aujourd'hui avec deux jeunes femmes à nouveau pour discuter un petit peu d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, hommes comme femmes compris d'ailleurs, qui est la dépendance affective. Pourquoi est-ce qu'on traite de ce sujet aujourd'hui? Comme je viens de le dire, parce que beaucoup de personnes sont touchées par ça, et surtout parce que c'est un sujet qui est peu traité, notamment du côté des hommes bien sûr, mais aussi du côté des femmes, par rapport à la raison pour laquelle des relations amoureuses pourraient être toxiques, pourquoi est-ce qu'elles pourraient causer aussi de se sentir donc très mal par moment, de rentrer en dépression, plein de choses qui pourraient faire que on se trouve dans une situation qui nous compromette en tant qu'individu et qui pourrait aussi nous amener au suicide. Bon, ça, c'est un sujet qui est un petit peu plus difficile. Donc, il en soit, aujourd'hui, on va pas aller jusque-là. On va juste parler de la dépendance affective. Qu'est-ce que c'est? Quelles en sont les causes? Et comment faire en sorte de surmonter? Mesdemoiselles, si vous voulez vous présenter. Charline, par exemple, pour commencer. Ok, bah du coup, enchantée, moi c'est Charlie, deuxième fois sur la chaîne de Rémi. Du coup, bah, je reprends, je m'appelle Charles Inspiration sur les réseaux sociaux, je suis coach et thérapeute. J'accompagne les personnes qui ont de l'hypersensibilité, de l'hyperempathie à guérir, à aller mieux dans leur vie, dans leur quotidien et à croire en eux pour se lancer dans des projets. Et du coup, bah, de ce fait, j'accompagne aussi les gens en dépendance affective, car l'hyper-empathie est souvent intimement liée avec la dépendance affective. Donc voilà pourquoi on se retrouve aussi sur ce sujet-là. Excellent, merci. Et Florine, du coup. Donc moi, c'est Florine, je suis aussi coach en dev perso principalement. De base, j'étais vraiment tournée sur la confiance en soi, mais au fil du temps et au fil des personnes que j'ai accompagnées aussi, en fait, la dépendance affective était beaucoup revenue. Donc, sachant que j'ai une expérience personnelle dans ce domaine-là, je me suis dit, bah, je peux me permettre de pouvoir les accompagner. Donc, voilà. Excellent. Donc, deux personnes que nous avons aujourd'hui qui sont plus que familières, je dirais, avec la dépendance affective, bien malgré elles, on pourra le dire aussi, enfin, en tout cas, on en reparlera. Pour commencer, ce qu'on pourrait évoquer, c'est votre définition, vos définitions, parce que ça reste quand même une forme d'individualité dedans, de ce qu'est la dépendance affective. Qu'est-ce que vous pourriez me dire à ce sujet? En une phrase simple, je te dirais que pour moi en tout cas, ça se traduit pour un trop grand besoin d'affection des autres. Pour faire simple. Après, bah, si tu veux une définition plus complexe, il y a plein de points qui vont s'y ajouter, donc ça pourrait prendre pas mal de temps à tout expliquer. D'accord. Charline, comment est-ce que tu t'accordes par rapport à ça? Moi, ma définition de la dépendance affective, je dirais que c'est plutôt une inaptitude à se satisfaire de son propre amour et de sa propre validation. Hmm. Très intéressant. On a une forme de complémentarité en fait entre vos deux définitions. D'un côté, c'est ne pas être capable de s'aimer réellement soi-même. De l'autre, c'est dépendre de l'amour que nous donnent les autres pour pouvoir se sentir bien. L'un va avec l'autre en réalité. D'accord. Intéressant. Dans ce cas-là, comment est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu, dans un contexte que vous avez pu vivre, euh, la différence que vous avez faite entre le fait d'être dans un amour qui était réellement sain, donc de vous à vous-même, de vous à l'autre personne, versus une forme d'amour plus dépendante. Je me laissais, comment dire, je vivais plus pour moi-même quand j'étais en dépendance affective. Et même des activités simples comme aller, je sais pas, aller à la salle de sport ou je sais pas, aller me promener ou quoi que ce soit, bah j'en avais plus envie si cette personne elle n'était pas là, tu vois, par exemple. D'accord. Donc ça allait jusqu'à une forme de dépendance dans ce que tu faisais dans ton quotidien. C'est vraiment, Ouais, c'est... D'accord. c'était très profond. Ok. C'est C'est... rigolo parce que c'est pas les mêmes formes de dépendance affective. Parce que du coup, moi, ça, par contre, j'ai jamais eu ce truc-là, genre de m'empêcher de faire quelque chose pour quelqu'un. Par contre, moi, c'était beaucoup de me contenter du minimum, en fait, tout le temps. De jamais
de jamais me dire que je méritais mieux et de me dire qu'il fallait que je me satisfaite, que je sois satisfaite de ce que j'avais devant moi et puis c'était comme ça et toujours me dire qu'il n'y avait pas mieux. Genre c'était toujours le mieux que j'avais sous le nez et que ça soit amitié ou amour ou quoi que ce soit et qu'en fait c'était juste ça parce que je ne méritais que ça en fait. Hmm. Mais par contre ça ne m'empêchait pas de faire des choses non plus. Ouais. C'est un peu différent, du coup, Mm. entre nous deux. Selon vous, qu'est-ce qui a fait cette différence? Est-ce que déjà, par rapport à votre expérience de vie individuelle, vous avez pu, on va dire, identifier ce qui vous a mené à vous sentir comme ça? Pour ma part, je pense que j'ai réussi quand même à faire quand même ce que je veux et à pas trop dépendre de quelqu'un parce que dans mon schéma familial, on m'a beaucoup amené à me responsabiliser tout le temps et à ce que je me débrouille tout le temps toute seule. Donc je pense que j'ai pas pris ce truc-là de la dépendance affective parce que j'ai toujours été livrée à moi-même depuis toute petite. Donc je pense que j'ai pas eu ce truc-là, mais alors que j'aurais pu l'avoir dans d'autres contextes. Et du coup, le fait que j'ai eu la dépendance affective, justement, je pense que c'est le fait que je dois tout le temps me débrouiller toute seule et que j'ai pas de sécurité, que du coup, je me contente du minimum de sécurité qu'on peut m'offrir parce que je ne sais pas ce que c'est la sécurité affective, émotionnelle dans un contexte ancien, quoi. Hmm. Moi, c'est un peu le contraire parce que on va dire, c'est plutôt mon côté familial. Ça me descendait beaucoup tout le temps. Et du coup, euh, c'est ça qui a causé cette blessure en premier lieu, tu vois. Donc, ça m'a appris à me responsabiliser, mais moi toute seule. Mais lorsque j'étais en relation, que ce soit amoureux ou même amical, en fait, mes schémas y revenaient en fait. Et cette Mm. responsabilité, elle était inexistante. Donc c'est bizarre en fait, tu vois. Hmm. Sachant que dans tous les cas, donc là, si je comprends bien encore une fois, c'était pour vous quelque chose de très inconscient, quelque chose qui prend place en vous et qui vous fait agir de cette manière sans que vous ayez le Mm. contrôle réellement sur le résultat, c'est-à-dire les actions en elles-mêmes. Mais alors, dans ce Oui. cas-là, quand est-ce que vous avez commencé à le conscientiser? Moi, je pense que c'était vraiment progressif, hein. J'ai pas eu genre le déclic de ah putain, c'est ma dépendance affective. Genre, je pense que moi, c'est vraiment de constater petit à petit mes comportements que je pouvais avoir. Tu vois, genre comme par exemple un truc qui m'avait troublé parce que j'avais pris conscience de ça, ou par exemple je voulais qu'on prenne soin de moi et du coup, il y avait mon inconscient qui me faisait croire que j'étais malade alors que j'étais pas malade. Et du coup, genre, je pouvais, par exemple, tu vois, pour obtenir l'attention de mes parents quand j'étais au collège et même début lycée, de faire genre, je suis malade, genre, j'ai de la fièvre ou un truc comme ça, parce que je voulais que mes parents prennent soin de moi. Et je me rappelle justement, c'était une période comme ça où je me réveille un matin et je me surprends à me dire dans ma tête, oh, vas-y, aujourd'hui, je vais dire, je suis malade. Et du coup, genre, je me réveille et je me dis, mais Charline, ça va pas ou quoi? Pourquoi t'as envie de dire que t'es malade? Et genre, c'est surtout, genre, c'était même pas genre j'ai envie de dire que je suis malade parce que j'ai pas envie d'aller à l'école. C'est j'ai envie de dire que je suis malade parce que je veux qu'on s'occupe de moi. Et là, je me suis dit, voilà, il y a un problème. Là, c'est pas normal. Mm. Et là, et c'était le début de, après plein de comportements comme ça, où j'ai ouvert les yeux au fur et à mesure où j'étais là. Ah, ok, d'accord. Donc là, t'es en train de faire ça parce que tu veux de l'attention. Mais moi, j'étais là. Ça va pas être possible, Charline, pas du tout. Donc, ouais, step by step. Et après, plus tard, je dirais vers mes 20 ans, un truc comme ça, j'ai pu comprendre que c'était de la dépendance affective parce que quand. Parce que bon, je peux pas me dire que je suis vieille non plus, mais quand j'étais plus jeune, le livre de Lise Bourbeau, il n'existait pas. Il est sorti quand j'avais 20 ans. Donc, les blessures de l'âme, de machin, tout ça, ça n'existait pas. Genre, c'était OK, genre, je fais ça, mais je sais pas pourquoi je le fais et je peux pas mettre de mots dessus. Et il y a que, ouais, vers mes 20 ans, 21 ans, que j'ai pu me dire, ah, ça, c'est de la dépendance affective. Je sais ce que j'ai maintenant. Voilà. Ok. Moi aussi, c'est venu progressivement. Je pense que ça a commencé. Le premier déclic, ça devait être en 2021. Ça fait pas si longtemps que ça, moi. Et en fait, plus je faisais de dev perso, plus j'apprenais sur moi. Et plus j'avais des expériences de vie aussi qui étaient là. Plus je me disais, mais en fait, il y a un truc qui va pas, tu vois. Mm. Et, euh, et vraiment, je me disais, en fait, c'est plus possible.
Et à un moment donné, c'était la goutte qui a fait vraiment déborder le vase. Je me suis dit, en fait, je peux pas continuer de vivre comme ça enfin, me, c'est même pas forcer à ne pas faire les choses que j'aime, tu vois. Enfin, c'est inconsciemment, en fait. Inconsciemment, vraiment, consciemment, je me disais, ouais, c'est pas grave, je peux passer plus de temps avec cette personne-là, et c'est pas grave si je vais pas faire mon activité, tu vois. Alors que finalement, je me dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que t'aimes? Et ça a vraiment été la petite truc qui a fait déborder le vase, et je me suis dit, en fait, c'est plus possible. Hmm, d'accord. Donc là, encore une fois, on voit un petit peu la manière dont c'est exprimé différemment par rapport à vos expériences de vie. Donc déjà, je pense qu'on peut faire un parallèle entre, d'un côté, la blessure d'enfance de l'individu et sa manière d'exprimer sa dépendance affective. Parce que, de ce que j'ai pu comprendre, en tout cas de mon expérience personnelle, on va tous être affectés à un moment ou à un autre par une forme de dépendance affective dans nos relations amoureuses, dans la mesure où on a des blessures qui sont donc non guéries. Là, une question que j'aimerais vous soumettre, c'est est-ce que vous avez pu observer, parce que là, ce que j'ai pu comprendre, c'était vous qui étiez plus dans des styles d'attachement anxieux dans vos relations amoureuses. Oui. Est-ce que vous avez pu observer une forme de dépendance affective de la part de votre partenaire, ou partenaire, qui était eux plus dans un style d'attachement qui était évitant? Non. Hmm. Tu veux dire genre, les partenaires qui se montraient indisponibles émotionnellement? Oui, c'est ça. Et qu'il y avait une forme malgré tout de dépendance affective, mais juste qui avait une autre manière d'être exprimée en fait, ou vraiment pas, à l'inverse. Ouais, ouais, si, si, j'en ai eu, moi, j'en ai eu. J'en ai eu justement, bah, et c'est ce qui est perturbant finalement, parce que c'est vraiment après, quand t'es deux dépendants affectifs, mais avec des styles d'attachement différents, en fait, c'est toujours fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, parce que du coup, tu te retrouves dans une configuration où l'autre il fuit, toi tu veux toujours le rattraper, et puis dès que tu vois qu'il revient, tu as envie de te venger de ce qu'il t'a fait le dernier mois qui s'est passé. Et du coup, bah, en fait, c'est hyper fluctuant et c'est vraiment le bordel comme relation. Et de la même manière que j'ai eu la dépendance affective, où au final, l'autre en face était encore plus dépendant affectif que moi. Et ça aussi, ça a été un des... Je pense que là, à ce moment-là, j'ai eu un gros déclic de, ok, genre la dépendance affective, ça fait ça chez quelqu'un, tu vois. Et de voir du coup vraiment bah, le truc vraiment en miroir, tu vois. Là, c'était vraiment la relation, mais vraiment miroir, genre en mode, regarde comment t'es en relation, et c'est insupportable, genre je sais pas le pour l'autre. Et quand j'ai vu quelqu'un du coup qui avait les mêmes comportements que moi, et je me suis dit, ah mais c'est atroce. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, là non, faut vraiment que ça change. Et là, il y a eu un autre gros déclic de mes relations, elles doivent complètement changer. Bon, au final, je suis pas allée vers, je suis allée contre. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis retrouvée avec quelqu'un qui fuyait dans le style d'attachement. Et en fait, tu vas que dans les extrêmes. Moi, c'est juste moi et mon caractère à aller dans les extrêmes tout le temps. Mais du coup, j'ai fait les extrêmes à chaque fois jusqu'à essayer de retrouver le juste milieu à un moment. Mais on va dire que je pense qu'autour de la dépendance affective, je pense que j'ai tout essayé, hein. Je fais le petit flipper sur tous les trucs, quoi. Moi, je suis jamais sortie avec un homme qui était dépendant affectif. Mais par contre, il y en a un qui s'est intéressé à moi il y a pas très longtemps. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. J'étais vraiment comme ça avec la personne d'avant, où lui, il est pire que moi, tu vois. Et genre, je l'ai regardé comme ça, je fais, j'espère vraiment pas que j'étais aussi collante envers la personne avec qui j'étais, tu vois. Je me dis, c'est juste pas possible. Mais du coup, la personne fuyante que j'ai eue, clairement, pas à dépendance affective. Ça n'existait pas En apparence. en apparence. Parce que là, il y a toujours Après, une seconde lecture. Il y a une première lecture qui est une lecture superficielle. Effectivement, c'est compliqué d'être objectif quand de base tu es biaisé par ta dépendance affective. c'est ça. Ok. Autre point pareil qui, je pense, vaut la peine d'être évoqué, dans votre manière un petit peu de percevoir votre partenaire dans le cadre de cette dépendance affective, est-ce que vous aviez une tendance particulière un petit peu à mettre votre partenaire sur un piédestal, d'une manière ou d'une autre? Oui.
Ah bah ouais, Oui. carrément. Moi, j'étais dans la projection idéale, hein. Moi, c'était toujours, je vois le potentiel de la personne, je vois l'idéal de la personne, et genre, il y a un déni qui se fait sur tous les autres comportements, et je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, quoi. C'était ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais après, ça mène à des issues vraiment pas terribles, quoi. On va dire que dans les meilleurs des cas, bon, bah, c'est tout, t'es déçu, t'as du mal à partir, etc. Ça dure quelques temps. Et dans le pire des cas, après, tu te retrouves dans des relations mais ultra toxiques et ultra malsaines où la personne vraiment, elle est violente, elle met la personne, enfin, elle me met sous emprise et tout. Enfin, c'est terrible, quoi. Et tu as besoin de 45 avis en même temps, que les gens s'assoient à ta table et te disent tous en même temps qu'il y a un truc qui va pas pour que tu te dises, effectivement, il y a peut-être un truc qui va pas si tout le monde pense ça. Et j'étais quand même dans la projection idéale. Et même en quittant la personne, après, j'étais encore dans cette projection idéale, quoi. Et j'avais vraiment du mal à lâcher le morceau et à me dire, non, cette personne, elle est pas comme ça, elle est pas comme ça, quoi. C'était un mantra à me répéter tous les jours pour me faire comprendre que, genre, c'était pas la personne qui existait pour de vrai, que c'était l'idéal que j'avais créé, quoi. T'as mis combien de temps pour que ce déclic se fasse? De sortir de la projection idéale. Ouais. Bah, alors, bah, il y a un de mes anciens compagnons, je suis restée 3 ans avec et j'ai mis, bah, une fois que ça s'était terminé, on va dire que là, ça allait, j'avais réussi à sortir tout de suite de la projection idéale, mais parce que ça faisait 1 an et demi que pendant la relation, j'étais en train d'essayer de déconstruire ça dans ma tête parce que je voyais bien que j'y arrivais pas. Et le dernier, j'ai mis 6 mois. 6 mois, je pense, à retirer la projection idéale et à vraiment me dire, non, effectivement, dans la réalité, cette personne n'est pas comme ça. Hmm. Ok. Encore une fois, il y a du travail à faire de base, hein, juste Mm, pour accepter les choses. C'est-à-dire qu'il y a une chose entre, ça c'est deux niveaux de compréhension différents. Il y a une chose entre comprendre quelque chose de manière intellectuelle, au niveau de la tête, et le comprendre de manière émotionnelle, au niveau du corps. mm. Et c'est vrai Il y a un que gros fossé entre les deux. c'est ça. C'est Ouais. généralement, en tout cas, beaucoup plus facile, bien sûr, que de le comprendre, intellectualiser, plutôt que de le comprendre à un niveau émotionnel et de l'accepter réellement. Mm, Euh, mm. Hmm. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, vous avez accepté l'amour que vous pouvez ressentir auprès de vous-même et donc vous êtes globalement libéré de votre dépendance affective, à votre Moi, avis? je sais qu'elle est toujours un peu là. Ok. Mm. Je peux pas te Ouais, dire qu'elle a été libérée. J'ai pas fait encore assez de travail sur moi pour être, on va dire, dans un amour sain envers moi-même. Hmm. ouais, Ok. je suis du même avis. Je dirais que c'est une attention à garder dessus qui est vraiment, c'est pas comme, enfin, j'arriverai pas à expliquer, mais tu sais, c'est comme un sous-marin, genre t'es toujours obligé, ou comme quand comme tu pilotes un avion, genre t'es toujours obligé de vérifier tout et tout, machin, que tout soit calibré et tout. Bah, la dépendance affective, c'est pareil, genre si pendant une semaine tu fais pas attention, tu t'en rends pas compte que t'as trébuché sur ta dépendance affective avec ton pote ou ton mec, ou t'as eu un comportement ou machin ou bidule, et c'est vraiment mais hyper vicieux, quoi, parce que c'est tellement ancré et c'est tellement là que si tu gardes pas le focus dessus ou que t'as pas toujours dans ta ligne de mire ta dépendance affective, t'en sors pas comme ça, quoi. Je sens que c'est de moins en moins là, mais il y a des moments des fois où si je suis trop fatiguée, que je fais pas attention, que je prends pas soin de moi ou quoi, machin, genre je dévie mais tellement facilement. Hmm. Ok. Intéressant. Donc, à ce moment-là, enfin, d'expérience, c'est vrai que c'est quand même assez handicapant d'être dans une dépendance affective au sein d'une relation amoureuse. Parce que si jamais tu la vis, ça veut dire que même si tu arrives, on va dire, à contrebalancer les effets de cette dépendance affective, et c'est-à-dire que tu arrives quand même à te calibrer pour éviter de l'exprimer de manière ouverte avec ta partenaire, ça va malgré tout te prendre quand même beaucoup d'énergie, une capacité mentale qui est quand même assez conséquente pour réussir à garder ça sous contrôle et à ne pas, des fois, exploser. Donc, c'est fatigant, c'est quand même très fatigant. Donc, à votre avis, est-ce qu'il est viable d'entretenir une relation amoureuse, même si, donc, on va dire, à un niveau de dépense affective qui est quand même plus faible parce que vous avez travaillé dessus, est-ce que c'est quand même pour vous viable d'entretenir une relation amoureuse, long terme, bien sûr?
Je te dirais oui, parce que même si tu peux être célibataire, bah, si tu travailles pas dessus, tu seras toujours en dépendance affective avec le prochain. Ok. Alors, tu peux aussi travailler dessus en étant célibataire pour ne plus l'avoir pour le prochain. Là, c'est plus dans le Oui. cas où tu rentres en relation amoureuse alors que tu as encore ces dépenses affectives, dans ce sens-là. Ok. Ça, ça dépend des personnes, je te dirais. Il y en a, elles vont avoir plus de facilité à faire le travail en étant célibataire et d'autres en étant en couple. Hmm, intéressant. En vrai, Qu'en je pense dis-tu, qu'il y a, Charline? bah, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres en fait. Ça dépend du partenaire avec qui tu vas te remettre. Parce que Mm. tu peux guérir une dépendance affective en étant en couple avec quelqu'un, mais il faut que la personne en face, elle soit bah, pas dans ton schéma et qu'elle ne réponde pas justement à tous les traumas que tu peux avoir et à tout ton schéma. Faut qu'elle le comprenne aussi, il faut qu'il y ait une transparence avec l'autre, qu'il y ait une sincérité en mode bon bah voilà, je suis pas encore guérie, machin, on fait le chemin ensemble. Il faut que l'autre, du coup, bah, il y ait une confiance quand même et une certaine tolérance sur les comportements parfois qui pourront peut-être revenir. Et pareil, il faut que, je vais faire un gros fuck, faut que la personne aussi, elle soit consciente aussi du schéma qu'il y a et qu'elle soit vraiment attentive. Je pense que c'est pas impossible, mais il y a certains cas où, où être en couple, ça va pas du tout aider et ça va refaire tomber dans le schéma. Mais encore une fois, ça dépend de la personne. Je pense qu'il faut juste être ultra lucide sur sa situation et se connaître un minimum. Moi, je sais que dans mon cas, par exemple, être en couple ou pas, ça me change rien parce que si je suis pas dépendante affective, en tout cas à l'époque, si je suis pas dépendante affective avec mes mecs, je suis dépendante affective avec mes potes. Donc en fait, je reproduisais le schéma sur tout. Donc en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis avec quelqu'un ou pas, ça change rien. Je trouve un nouveau pion sur qui mettre ma dépendance affective. Donc soyons en couple ou pas, ça changera rien. Faut le travailler dans tous les cas, quoi. Je partage ton avis pour le coup. Hmm, ok, parce que j'ai un avis assez différent moi, sur cet aspect-là. Enfin, deux points de vue, en fait, du point de vue de la dépense affective et du point de vue du partenaire qui doit gérer sa partenaire qui a une dépendance affective. Sur le premier point de vue, je pars du principe que pour guérir une blessure, quelle qu'elle soit, pour que les circonstances soient bonnes, idéalement, il faut être seul. Parce que plus on s'autorise à être entouré de différentes personnes, plus on accepte la possibilité qu'on ait des triggers. Et les triggers, c'est c'est ingérable quand tu fais trigger, c'est pas possible. Tu peux pas juste une seconde après te dire ah non, c'est un trigger, c'est OK. Ça marche pas comme ça. Donc, plus tu t'entoures de personnes, et donc personnes encore une fois proches, bien sûr, ça peut être partenaire, ça peut être parent, dans le cadre d'une blessure aussi, si la personne vit encore chez ses parents, ou alors qu'elle va les voir souvent. Ça peut être des amis très proches, pareil, mais avec qui il y a ce lien qui à la fois va être très appréciable, très sain, mais où ces personnes vont aussi avoir des schémas toxiques qui vont révéler en nous des schémas toxiques, forcément. Donc tous ces aspects qui font que, en tout cas d'expérience, ce que j'ai pu observer, c'est quand même que c'est beaucoup plus simple quand on est par soi-même, c'est-à-dire qu'on fait l'ermite. Moi, j'ai ma petite cave, personne ne me dérange, et je sais que je peux faire mon travail. Mais bon, ça c'est mon point de vue personnel. Et d'expérience, c'est quand même plus simple. Sur le deuxième aspect, par contre, que je connais aussi particulièrement, c'est-à-dire en étant potentiellement, ou alors on va dire un partenaire potentiel à une personne qui a un schéma de dépense affective, de mon côté, je suis en mode, bon, est-ce que j'ai envie de consacrer le temps et l'énergie, la patience en réalité, nécessaire à cette personne? Et comment, si c'est le cas, comment est-ce que je peux être sûr que cette personne en vaut le coup? Parce qu'encore une fois, là, on reste sur je mise sur du potentiel. J'ai aucune certitude que, une fois qu'elle fait ce travail, ou alors si elle arrive à le faire au final, qu'elle soit, je dirais, à ce niveau-là. Donc, d'un point de vue de partenaire potentiel à une personne qui a, je dirais, cet état de dépense affective, ça reste je dirais, un pari un petit peu risqué. Donc là, pareil, j'ai sollicité un petit peu. Dans quelles circonstances est-ce que un partenaire qui a fait son travail sur lui, qui a réussi à prendre du recul par rapport à ses schémas toxiques, euh, je dirais, serait capable ou pourrait entretenir une relation avec une personne qui n'a pas encore fait ce travail-là, ou pas fini en tout cas, disons, plutôt.
sous quelles circonstances? Ouais, ce que j'allais dire, genre, pas encore fait son travail, du coup, bah, c'est non. C'est non, parce que Oui. pour ça, il y a un certain degré de conscience de soi déjà où c'est possible. Tu vois, j'ai envie de te dire, quand tu es en fin de parcours, parce que même si j'ai pas l'impression que le parcours il se termine à un moment, quand tu es en fin de parcours, on va dire que c'est OK, tu vois, parce que c'est gérable, parce que la personne, elle est autonome, entre guillemets, dans ses triggers, dans le sens où elle va pas trop le faire ressentir, elle va rester plus en mode, là, je le fais de mon côté, j'en parle une fois que la tempête, entre guillemets, à l'intérieur de moi, elle est passée, et voilà, quoi, ça va mieux, et finalement, ça impacte peu la personne en face. Et après, bah, j'ai envie de te dire, c'est un peu plus au partenaire qui est guéri de se dire, est-ce que j'accepte ça ou pas? Est-ce que je, est-ce que genre, c'est quelque chose qui, pour moi, en vaut la peine? Et après, bah, c'est effectivement, hein, tu mises, mais bon, j'ai envie de te dire, même quelqu'un qui est guéri, tu mises dessus aussi, hein, parce que tu sais pas si la personne, elle va rester, tu sais pas si elle va changer, tu sais pas s'il y a la boîte de Pandore d'un autre problème qui va s'ouvrir. Enfin, pour moi, il y a trop de possibilités, que ça soit une personne guérie ou pas guérie, qu'elle reste ou qu'elle reste pas. Donc la mise, elle est pareille. Là, c'est plus de l'intuition et du feeling de est-ce que j'ai vraiment envie de faire confiance et de me dire, bah, vas-y, on y va et tout, on fait ce petit chemin et ça en vaut la peine parce que je le sens. Ou est-ce que je me fie à une grille de lecture en mode, bon, là, je coche pas cette case, là, je coche pas cette case, c'est un non. Donc ça, enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de feeling et d'intuition dans tout ça. Donc là, je sais pas. Je saurais pas te répondre. Pour moi, c'est autant faisable que pas faisable, mais ça va vraiment dépendre du feeling que tu as avec l'autre, quoi. Hmm. Juste une chose, est-ce que tu faisais référence à ma très sympathique matrice pour juger un petit peu? Non, même pas? Bon, bah tant pis. Non, même pas. Même Ouais. pas, tu vois, je me dis, c'est global. Maintenant, après, si ça te fait écho par rapport à ça, c'est qu'il y a un truc à creuser là-dedans. Pour ceux qui ne le Mais savent pas et qui nous écoutent, oui, je précise, j'ai, avec un autre très bon ami à moi, on a créé, disons, deux matrices. Une matrice pour juger justement de la pertinence de se mettre dans une relation long terme avec une femme, donc la valeur, on va dire, nominale d'une femme, sous 34 critères. Et de l'autre côté, notre valeur en tant qu'homme, donc sous 39 critères. Voir ça de manière plutôt objective, différents aspects donc de la personnalité, très très légèrement de l'apparence physique, parce que c'est vraiment, ça représente en termes de coefficient 8 sur 250, donc c'est vraiment très faible. Mais le reste, c'est vraiment tout ce qui touche à la relation aux parents, tout ce qui touche à ses blessures, guérison des traumatismes, oui ou non, son degré d'éducation, son degré d'ouverture, plein de choses. Plein de choses. Et c'est vrai que, bon, personnellement, j'ai quand même préféré créer ça pour ne pas être sujet, on pourrait dire, à de la subjectivité et juste, oh, elle a l'air sympa. Bon, bah, pourquoi pas? Et au non, mais en final, vrai, ta matrice, elle paraît cohérente dans le sens où je pense qu'il faut plus le prendre genre en mode, ok, genre j'ai un bon feeling avec la personne, tout ça, machin, tout ça, genre tu peux quand même ressentir quelque chose pour quelqu'un. Et après, si tu veux, tu le fais passer dans ton test et tu vois, genre, si effectivement c'est vraiment très très bas, bon, bah là, faut réfléchir à pourquoi tu es attiré par une personne qui est aussi basse alors que toi, tu es plutôt haut. Donc, c'est qu'il y a sûrement un écho à une relation malsaine potentielle ou un écho à un schéma qui pourrait se reproduire. Et par contre, bah, si tu vois qu'il y a un feeling et que bah, dans ta matrice, il y a une bonne note, bah voilà. Là, s'il y a des deux, trois petites aspérités, entre guillemets, bah, c'est pas grave. On va le faire. On c'est ça le teste. truc le plus rigolo, c'est que j'avais noté deux, trois comme ça, qui étaient à des notes qui étaient vraiment exceptionnelles. C'est-à-dire qu'on était au-dessus de 7,5, on était entre 7,5 et 8 sur 10, ce qui est quand même énorme. Et pourtant, je n'étais pas, j'étais pas intéressé, quoi. Ouais, il n'y avait pas le feeling. Il n'y avait pas le feeling. Donc, ouais. C'est, en fait, c'est ça que je me demande aussi, parce que d'un point de vue aussi de relation long terme, je me demande si cette matrice serait pas plus efficace pour une femme aussi, donc pour juger la valeur de l'homme qu'elle veut, qu'elle désire comme potentiel long terme, dans la mesure où la tendance naturelle des femmes, c'est à l'hypergamie, si vous voyez ce que c'est. Non. Il faut que tu me fasses une défle. Ok. L'hypergamie, c'est la volonté que de chercher quelqu'un qui fait partie soit d'une classe sociale, soit d'un rang plus haut, d'une manière ou d'une autre. C'est d'un point de vue social, d'un point de vue physique, d'un point de vue, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, conscience, émotionnelle, tous les aspects possibles.
euh, pour faire en sorte de Ok, se Ok. sécuriser d'une manière ou d'une autre. ok. Ouais, ça se tient. Bah, moi, je veux bien avoir la maîtrise, hein. Ok, ok. Je te donnerai la matrice pour les hommes et pour les femmes. Non, ça se Pas de tient. problème. Ça se tient parce que je vois, regarde la dernière relation qui s'est terminée. Genre, moi, mon non négociable, c'était au moins un mec qui a travaillé sur lui, quoi. Qui est un minimum conscient, tu vois. Et ça, c'était un non après, l'argent ou quoi, machin, tout ça, moi, c'était pas du tout mon critère de base. Mais c'était le minima, c'était un mec qui a conscient et que quand je lui parle d'ego, il me dit pas que c'est de la spiritualité, quoi. C'est quand même vachement rigolo ça. Il te dit, l'ego, non, c'est de l'ésotérique ça. Ça, c'est des choses Ouais. un peu trop Ego. sorcières. Non, non, ça, c'est des trucs de magicien, l'ego. Me parle pas d'ego. C'est quand même fou. Ok, très intéressant. On va passer sur l'aspect un petit peu des causes potentielles de la dépendance affective. On a discuté un petit peu des blessures, notamment Lise Bourbeau, qui est une des références en matière de blessures de l'âme. Nous, dans son livre, les 5 blessures de l'âme, littéralement. Euh, Selon vous, là, je vais vous donner trois grands facteurs, pour en donner d'autres si vous en avez, mais selon vous, où se situe l'origine de la dépendance affective? Bon, bien sûr, c'est individuel, mais tendanciellement, c'est plus vers l'enfant, c'est plus aussi une question d'estime de soi. Ça peut être aussi une pression sociale qui est mise, ça je sais notamment du côté des femmes, il y a beaucoup ça. Donc, à votre avis, où se situe l'origine de votre dépendance affective, déjà, même si Charlie en a parlé un petit peu, et dans l'absolu, sur quoi ou vers quoi est-ce qu'on peut se concentrer pour pouvoir chercher justement la cause? Quelqu'un qui écoute cette vidéo, bien sûr. Pour moi, je pense que la cause, elle remonte à l'enfance, par-delà de mes proches, du coup, mes parents principalement, mais que les expériences de vie n'ont fait que compliquer la chose. Je pense que ouais, la première cause, c'est l'enfance, et après, ça s'est pas arrangé avec le reste jusqu'à les derniers temps. Après, ouais, tout dépend de la personne et de quel type de dépendance affective elle souffre. Je pense que ça peut dépendre d'une personne à l'autre. Mhm. Ok. Bah, pour moi, mon expérience personnelle, c'est bah, l'enfance, évidemment. On en parlera jamais assez. Et après, bah, comme tu disais, Florine, pour moi, genre dans mon prisme et comme je vois les choses, pour moi, il y a une espèce d'épine où du coup, bah, il y a un moment à l'enfance où il y a vraiment le tampon qui se met dans ton C'est crâne ou le dans ton déclencheur, corps. en fait. Ouais, en fait, il y a vraiment le tampon à ce moment-là qui se fait de OK, genre là, t'as une grosse blessure d'abandon, ma cocotte. Et en fait, après, genre, c'est que. Enfin, comme t'es que là-dedans et que là, le truc, il est posé, tu vois, genre, c'est marqué au fer rouge à l'intérieur de toi, bah, t'as tout autour de toi qui revient à ça au fur et à mesure. Et pour moi, hein, dans mon sens, c'est vraiment moins tu vas y faire attention et plus tu vas vouloir mettre une couche de déni dessus, mais plus tu vas vivre des expériences chaotiques par rapport à ça. Et tant que t'auras pas décidé de le voir, et ben, ça sera de pire en pire, quoi. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, où je pense que c'est vers mes 7 ans où j'ai eu vraiment le tampon de la grosse blessure d'abandon parce que bah, en EMDR, du coup, j'ai fait psychothérapie avec EMDR et on est retombé jusqu'à un certain moment et je sais que ça a été le moment le plus charnière pour moi où c'était mes 7 ans. Et c'est pour ça que, comme on discutait, Rémi, genre le livre de Lise Bourbeau, je l'aime bien parce qu'effectivement, il permet d'ouvrir plein de trucs. Mais pour moi, genre son truc de la blessure, elle vient du père ou la blessure, elle vient de la mère, pour moi, je trouve que c'est un peu... Enfin, pourquoi pas, hein, sûrement, tu vois, je sais que mon père, il n'a pas été ultra présent pour moi, donc ça peut être aussi de la cause de mon père, mais le souvenir le plus marquant que j'ai eu, où je me suis vraiment sentie abandonnée, c'est ma mère qui me l'a vraiment ancré, et bah, mes deux parents qui étaient ensemble en même temps, et je me dis peut-être qu'on peut donner un exemple, parce que je m'en fous de raconter ma life sur Internet, mais comme ça, les gens, ils peuvent peut-être voir, mais je sais que moi, c'était quand j'avais ouais, 7 ans.
Mes parents, ils étaient à une soirée, machin. Enfin, mes parents, ils faisaient beaucoup la fête, donc tous les week-ends, c'était chez les copains, etc. Et donc, regroupement, il y avait plein du coup, de gens qui avaient la trentaine, etc. Et puis, à l'époque, enfin, pendant très longtemps, c'était alcool, alcool. Et arrivé fin de soirée, il y en a un qui est complètement bourré. Et moi, comment dire? J'étais pas insolente dans le sens où j'ai jamais manqué de respect à mes parents, mais c'est vrai que j'avais toujours des manières de parler ou des façons de parler qui parfois étaient vraiment sèches ou un peu brutales. Bon, par la suite, j'ai appris que j'étais un archétype qui est assez brutal, donc je comprends mieux pourquoi je manque de tact par moment. Et du coup, quand j'étais petite, le tact, ça faisait pas partie de mon vocabulaire. Et donc, apparemment, je ne me rappelle même pas tellement que ça m'a traumatisé ce moment-là. À ce moment-là, apparemment, j'ai mal parlé à ma mère et il y a quelqu'un dans la soirée qui, du coup, était déjà très alcoolisé et qui s'est mis à me hurler dessus, mais comme un putois, en me disant que je manquais de respect, que c'est n'importe quoi, c'était pas comme ça qu'on parlait à ses parents et machin, et gna gna, et gna gna. Et je l'en prends pour mon grade, quoi. Et je me rappelle à ce moment-là, le seul truc que j'avais, c'était de regarder mes parents en mode, mais faites quelque chose parce que là, je suis démunie de la situation. T'as 9 ans, t'es en train de te faire pourrir devant 30 personnes par un mec qui est complètement bourré et tes deux parents qui te regardent et qui ne bougent pas et qui ne font rien du tout, quoi. Vraiment, il n'y a même pas eu un tais-toi, machin ou quoi. Et là, genre, c'est quelqu'un, du coup, dans la soirée qui a arrêté le gars. Et mes parents n'ont rien dit. Et je suis partie, du coup, je suis partie en courant me réfugier dans la voiture. C'était le seul endroit où je pouvais aller. Et en fait, mes parents sont venus me chercher avec le fameux boug pour que je m'excuse auprès de la personne alors que et moi, dans ma tête, mais j'étais sidérée. J'étais là, mais à quel point je ne peux pas compter sur mes parents. Et là, je sais que par rapport à l'EMDR et tout ce qu'on a fait, c'est le moment où, genre, vraiment, il y a eu le tampon au fer rouge dans mon corps de OK, tu ne pourras jamais compter sur tes parents, c'est terminé. Et après, c'est plein de petits épisodes comme ça qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, où tu as toujours des trucs devant toi en mode, OK, bon, là, je peux pas compter sur lui, là, je peux pas compter sur elle. Et ça se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, juste une petite parenthèse par rapport à ça. Ça s'apparente beaucoup plus à du rejet qu'à de l'abandon, pour le coup. Et c'est vrai que Ouais. généralement, les gens ont tendance à se méprendre au niveau des deux, et j'ai souvent eu ce cas d'ailleurs. Mais parce que abandon, c'est vraiment distance ou absence émotionnelle, là où rejet, c'est en mode on ne te soutient pas pour qui tu es, ce que tu incarnes, etc. Et enfin, voilà, ça pense plus à Ouais, mais du là où rejet. j'ai observé ça, parce que tu vois, par exemple, mon frère, lui, a une blessure de rejet, et le comportement, du coup, que tu as du rejet, c'est la fuite. Et moi, j'ai jamais pris la fuite. Moi, je suis toujours restée. Et du coup, c'est pour ça que je me dis que moi, dans la forme que ça s'est fait, genre dans mon prisme d'enfant à l'époque et les blessures qui sont faites, pour moi, ça a été de l'abandon, parce que quand tu as une blessure d'abandon, c'est vraiment très rare que tu aies ce côté, genre, fuyant, abandonner tout, etc., ou laisser en plan. Et alors que le rejet, genre, c'est vraiment le premier truc que tu fais quand tu as une blessure de rejet, c'est que tu prends la fuite tout le temps. T'essayes même pas de te convaincre ou de te battre un peu pour quelque chose ou quoi. Genre, ton premier réflexe, c'est de fuir tout de suite. Alors que la blessure d'abandon, tu restes. Tu sais pas pourquoi, mais tu restes. Et moi, c'est comme ça que j'ai interprété, du coup, que c'était devenu une blessure d'abandon. Parce que à ce moment-là, je l'ai pas senti comme une humiliation, tu vois, même si je me faisais pourrir ou quoi, machin, ou je me faisais rejeter par d'autres personnes. Moi, vraiment, ce qui s'était fait dans ma tête à ce moment-là, c'était mes parents ne me soutiennent pas et ne sont pas là pour moi, émotionnellement, me gérer, tu vois. C'est comme ça que ça s'est fait, en tout cas, dans ma tête. Et je pense que ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait été une blessure de rejet, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été une blessure d'humiliation. Mais en tout cas, il y a un. Je sais pas si on prend par exemple aux archétypes, je me dis, tu sais, comme il y a le FE peur et que du coup c'est les émotions des autres et tout. Je me dis peut-être qu'avec le FE, du coup moi ça s'est mis comme une blessure d'abandon, alors que ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été une blessure de rejet. Mais je sais que le comportement qui a découlé derrière, c'était justement de la dépendance affective, quoi. Intéressant. Hmm, ok. De ton côté, du coup, Florine? De mon côté, ça a été de l'abandon pur, du coup, physique dans un premier temps, par mes parents. J'ai vécu chez mes grands-parents pendant un petit moment. Après, ils sont revenus dans ma vie, enfin dans notre vie, parce qu'il y avait mon petit frère aussi. Et en fait, ils ont toujours été présents, physiquement parlant, et pour les besoins primaires, après jusqu'à mes 18 et même jusqu'à maintenant aussi. Mais par contre, émotionnellement, ils n'ont jamais vraiment été présents. Donc, euh,
C'est comme si je parlais à un mur tout le temps, en fait. Après, je sais que ma mère, elle a fait un peu de travail sur elle. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, elle comprend beaucoup mieux les choses. Mais par contre, mon père, lui, il n'y a rien qu'à changer, quoi. Donc, Mhm. c'est, c'est à peine si ce que je ressens quand je suis avec mon père et que, il peut y avoir plein de gens que même il ne connaît quasiment pas. Il va préférer parler avec les personnes qui sont à côté de moi que de me parler à moi. Il y a mon écran qui bug. Euh, donc, ça a toujours été là. Genre, même mes émotions, elles sont là. Et pourquoi c'est compliqué là? C'est toujours un peu compliqué, mais ouais, c'est toujours là par rapport à lui. Mhm. Ok. T'as déjà eu une discussion avec lui ou pas du tout par rapport à ça? Oui. Attends, je vais pleurer. Euh, j'ai déjà eu des discussions, mais genre, ils s'en foutent. Ouais, ça répond pas, ouais. Donc, voilà. Ok. Non, parce que du coup, bah, j'ai le même père, hein. Moi, mon père, ce que je dis, c'est un écran de télévision. Genre, il est tout le temps sur la télé. Il fait plus de commentaires à la télé qu'il pourrait faire des commentaires sur ma vie et ce que je fais dans ma vie. Donc, Ouais, je vois un peu le cas dans lequel tu es. Et j'ai essayé d'avoir multiples conversations avec lui et de le confronter. Et à chaque fois, c'est pareil, quoi. C'est vraiment genre, son expression se termine juste par une expression faciale à je m'en fous. Oh, Tu veux dire qu'est-ce que tu veux que je te que dise? Ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, je sais c'est pas ce ça. que tu penses. Ben, voilà. Donc, ouais, c'est un. Ouais, je comprends. Ben, du coup, ouais, pour moi, la dépendance affective, blessure d'abandon, elle vient aussi du père en répété, hein. Enfin, c'est ça, hein. Moi, mon père, je crois la dernière discussion que j'ai eue avec lui, justement, c'était par rapport bah, à mon métier, le fait que je fasse coach en ligne, tout ça, machin, tout ça, parce que mon père est vraiment à l'ancienne, tu vois, à la vieille de la vieille, il faut un vrai métier, faut faire un truc, machin. Et je sais que j'aurais pu avoir la validation de mon père si j'avais fait le métier qu'il voulait, etc., machin, parce que il voulait absolument que je fasse ci, ça, et je l'ai jamais fait parce que c'est pas ce que je voulais faire. Mais du coup, je me suis rendu compte dernièrement que je cherchais sa validation par le biais des personnes avec qui je me mettais en couple. Parce que le dernier avec qui j'étais, c'était exactement la personne, le gendre idéal pour lui. Et du coup, ben, je savais que j'avais obtenu la validation de mon père parce que j'étais en couple avec cette personne-là. Et je m'en suis rendu compte que très tard, enfin que plus tard. Et surtout, je m'en suis rendu compte quand je me suis séparée de cette personne, à quel point mon père était dévasté. Et je me suis dit, ah d'accord, ok, genre, on est vraiment dévasté parce qu'il y a un gendre qui quitte le navire comme ça, et que c'était l'idéal et tout. Et surtout par ses mots, quoi, parce que pour lui, je devais retourner avec lui parce que j'étais pas stable sans cette personne, etc. Machin, bidule. Enfin, je me suis dit, ça va loin, quoi. Le dernier truc que j'ai eu avec lui, justement, c'était est-ce qu'il validait mon métier et ce que je faisais de ma vie. Et genre, vraiment, texto, il m'a regardé droit dans les yeux et je me suis dit, ah, bah, pour une fois, j'ai eu sa sincérité radicale où il m'a dit non, bah, non, pour moi, c'est pas un métier ce que tu fais. Amuse-toi, le temps que ça dure, c'est bien, mais. Et tu dis, putain, il y a la violence du truc, quoi. Après, derrière, t'es là, super. Mais, euh, mais ouais, c'est la seule fois où j'ai pu avoir un bribe de conversation avec lui, mais sinon le reste du temps, c'est juste, il fronce les sourcils et puis il me dit oui, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, et puis ça s'arrête là, quoi. Mhm. Mais ouais, moi, c'est parti de mes deux parents, mais c'est mon père qui a beaucoup plus alimenté que ma mère. Comme quoi, on ne choisit pas sa famille. Et ils ont Mm. une phrase en anglais que je trouve tout à fait admirable et que j'aime beaucoup utiliser, qui est littéralement, en gros, c'est le sang du traité est, oui, c'est ça, est plus fort ou plus épais que l'eau de l'utérus. Je traduis approximativement. En anglais, c'est The blood of the covenant is stronger than the water of the womb, littéralement.
Ce qui correspond à quoi? Ce qui correspond en fait au traité, donc en gros, les liens que l'on fait par soi-même, donc amicaux, relationnels, etc., sont plus forts que le lien, on pourrait dire de la famille, le lien familial qu'on peut avoir. Parce qu'on ne choisit pas sa famille, et parce qu'on Mm, choisit, en théorie, on ne se fait pas imposer ses amis, ses partenaires. Mm. Encore faut-il avoir conscience justement d'une potentielle dépendance affective qui nous mènerait vers un certain type de partenaire, quand même à prendre en compte. Mais dans l'absolu, tant qu'on fait ce travail sur soi, on peut se diriger vers des personnes qui sont plus en accord avec nous et qui ne risquent pas de nous mm. trigger constamment, même si de base ça vient de nous. Donc, le sujet derrière ça, c'est quoi? C'est, et j'ouvre la question aussi pour vous, peut-on réellement tenir pour responsable de nos blessures nos parents? Enfin, responsable, oui. Maintenant, est-il pertinent de les blâmer pour ça, selon vous? Ouais, tu m'aurais demandé il y a quelques années, je t'aurais dit oui, mais puis maintenant. On va dire que Mhm. le chemin du pardon, il est fait et c'est comme ça. Et de la même manière que eux, ils ont des blessures de leurs parents et de leurs parents et machin et bidule et que tu peux remonter le fil ad vitam aeternam. Après, ils ont leur part de responsabilité, mais comme on a notre part de responsabilité aussi, arrivé à l'âge adulte, de se dire, bah voilà, j'en ai conscience, maintenant qu'est-ce que j'en fais, quoi. C'est de sortir de la posture victime à un moment et de se dire, bon, bah c'est là, comme eux, ils ont des blessures, et comme les grands-parents ont des blessures, et bon, bah eux, ils ont décidé de rien en faire et puis de rester dans leur truc, ok, bah moi, qu'est-ce que je peux en faire pour sortir de là, quoi. Je trouve qu'on a quand même, on est quand même une belle génération, on a quand même accès à énormément de choses pour travailler sur nous, s'instruire et justement briser ces trucs-là. Ça serait quand même con de ne pas l'utiliser, quoi. Exactement. Mhm. Dans ce cas-là, question suivante, c'est comment faire en sorte de surmonter cette dépendance affective? Effectivement, parce que avant de pouvoir tisser des liens amicaux, romantiques avec d'autres personnes, il s'agira bien sûr de bien identifier et gérer ses besoins émotionnels. C'est impératif. Dans ce cas-là, selon vous, ou en tout cas d'autres expériences, comment est-ce que vous avez fait en sorte de travailler sur la dépense affective pour progressivement plus vous accepter, plus vous aimer? Euh, j'ai commencé, enfin je vais dire ce que j'ai fait du coup, euh, par prendre plus de temps pour moi, seule, faire des choses que j'ai jamais fait, que je voulais faire. Ça pouvait juste être, je sais pas, aller au cinéma toute seule, aller au restaurant toute seule, faire des activités que je voulais faire depuis longtemps. Et petit à petit, ça a grandi. Et bah là, je vais le dire, mais du coup, à partir de jeudi, je commence à me faire accompagner pour que ce soit beaucoup plus impactant au niveau de ma guérison, en fait. Parce que je pense qu'on peut s'en sortir seul, mais ça va mettre très, 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 très longtemps. Alors que si tu peux te faire accompagner par quelqu'un, bah, tu gagnes du temps. Qu'est-ce qui a plus de valeur que le temps? Ouais. Intéressant. Charline? Moi, ben, j'ai fait la méthode brutale, hein, parce que vraiment, je suis pas douce, hein, que ce soit avec moi-même ou parfois avec les autres, mais on va dire que la personne avec qui je joue le plus brutal, c'est moi. Le premier truc que j'ai fait, ben, déjà, c'est de prendre conscience du coup, des comportements, s'observer. C'est le premier truc à faire pour moi, qui est inévitable. De toute façon, tu peux pas en prendre conscience si tu l'observes pas chez toi. Mais vraiment, adopter espèce de posture du coup qu'on appelle en communication non violente la posture méta, ou du coup moi je l'avais appelée la posture de la chouette parce que quand j'étais petite, je m'imaginais être une chouette sur un arbre au-dessus de ma tête et j'observais mes comportements et ce qui se passait et je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas et je savais pas quoi encore. Et aujourd'hui on a une montagne de vocabulaire qui est incroyable et donc du coup ouais, passer en posture méta, prendre du recul, s'observer, voir les comportements qu'on a. Moi, du coup, c'était toute seule. Enfin, j'ai eu kinésiologue, j'ai eu suivi kinésio et suivi psy pendant quelques années, mais c'est pas forcément ça qui m'a aidé à sortir de la dépendance affective.
dans le sens où on ne traitait pas directement ce sujet-là, on traitait tout ce qu'il y avait autour du schéma familial et de machin et tout ça, mais le sujet même n'était pas la dépendance affective directe. Et il y a eu un moment où j'en ai eu ras le cul parce que c'était trop pour moi, genre la dépendance affective. Je me rendais compte en fait des comportements et c'est là où du coup j'étais vraiment brutale avec moi parce qu'en fait je voyais que j'étais incapable d'être seule et j'y arrivais pas parce que du coup bah, dès que j'étais toute seule, j'appelais un ami, j'appelais je sais pas quoi, fallait que je fasse ci, fallait que je fasse ça. Et je me suis regardée dans le miroir, je dis, Charline, tu sais pas être seule? Bah, c'est pas grave, tu vas être seule pendant 3 semaines. Tu sors pas de chez toi, tu vois personne. Et pendant 3 semaines, je suis restée toute seule. Mais vraiment toute seule, toute seule. Alors que c'était le dernier truc que je voulais de ma vie, hein. Vraiment, j'étais mais tellement mal. J'ai passé, je crois, 5 jours à chialer non-stop. Et je me forçais à rester seule, je me forçais à rester seule. Et à un moment, c'est passé, j'ai commencé à accepter d'être toute seule. Et c'est comme ça que c'est venu petit à petit. Après, bah, j'ai pris un appartement toute seule. Et maintenant, bah, en fait, je kiffe être toute seule. Maintenant, j'ai besoin d'être toute seule parce que sinon, ça me trigger trop. Et donc, je dis pas que c'est la meilleure solution, mais en tout cas, c'est une des choses qui m'a vraiment soulagée parce qu'après, j'ai pu vraiment me remettre un peu genre les idées en place et me reposer un peu l'esprit par rapport à ça parce que c'était en train de me bouffer de voir que j'étais incapable d'être toute seule et que je cherchais toujours la petite attention. Même si c'était un message avec quelqu'un, je voulais aller parler à quelqu'un et tout, j'étais, ah, mais c'est insupportable. Et du coup, j'ai dit non, ça c'est bon, stop. Et après, tout doucement, hein, quand on arrête d'être brutal, sinon la méthode plus douce, moi, c'était apprendre à nommer mes émotions, apprendre à m'en rendre compte et justement prendre soin petit à petit de moi. Genre, pourquoi là, j'ai pas pris du temps pour moi alors que j'avais envie de faire ça? Pourquoi, genre, là, je suis allée aider machin à faire je sais pas quoi alors que j'avais pas envie de le faire. Et donc, du coup, bah, apprendre à dire non aussi, poser mes limites aussi avec les gens. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Et voilà, donc je dis pas que ma méthode c'est la meilleure, mais Bah, après, chacun a sa méthode. ouais, on va dire que je fais la méthode russe, la plus brutale qui puisse exister. C'est quand même bien rigolo les méthodes russes, hein. Franchement, ça, l'autre jour, j'ai raconté, je crois, Charline, mais une, une jeune demoiselle qui était arachnophobe, donc peur des araignées, qui, quand elle avait, je sais pas quel âge elle avait, 6 7 ans, elle décide d'acheter une araignée de compagnie, mais genre, un truc énorme, Oh, énorme, qu'elle a gardé pendant 5 ans, de la durée de vie de l'araignée, quoi. Et spoiler alert, ça a permis de l'aider, ça n'a pas soigné son arachnophobie. hmm. Mais bon, voilà, donc la méthode russe, Voilà, la méthode russe. c'est Et bon. brutal. Ah, c'est pour ça, c'est que je suis pas du tout partisane de ça, parce que je pense qu'il y a vraiment des types, tu fais ça, tu les mets encore plus par terre, tu vois, de faire ces méthodes-là. Mais tu vois, c'est comme par exemple arrêter de fumer, c'est pareil. Ça faisait 8 ans que je fumais, et à un moment j'avais envie d'arrêter, je voyais bien que j'arrivais pas, je me suis dit, ok, t'as envie de fumer, mais on va fumer. Du coup, j'ai fumé 2 paquets dans la même soirée, et je me suis dit, tu vas pas te coucher tant que t'as pas fumé tes 2 paquets de clopes. Ah, le lendemain, j'avais plus envie de fumer, hein. Et j'ai jamais refumé de ma vie, tellement ça m'a dégoûté. Mais c'est c'est tout. C'est pas des méthodes que je recommande, mais parfois, on n'a pas le choix. C'est les méthodes d'artisan, ça, en vrai. Ouais, ouais, je pense en vrai, hein. Tu fais ça à un gardien, un idéaliste, il est par terre, hein. C'est terminé pour lui. Ciao. Mais- Oui. Même les intellectuels, en vrai, je suis sûre qu'un intellectuel, tu fais ça et pareil, c'est pas possible. Mais c'est pour ça, je pense qu'il y a certaines méthodes en fonction de l'archétype, faut pas faire. Faut pas faire. Les artisans, oui, ça marche, mais les autres, non. Ouais. Parce que Ok. j'arrive pas à expliquer le pourquoi. Il y a certaines personnes, des méthodes brutales comme ça marche. Et pour d'autres, genre, tu fais ça, mais tu crées juste un traumatisme sur le traumatisme, quoi. Et, euh, et je pense, la seule raison que j'ai trouvée pour le moment, c'est les archétypes, parce que je vois pas d'autres raisons, en fait. C'est une bonne question, ouais. C'est une très bonne question. Parce que ça rapporte des résultats qui sont quand même plus rapides et plus Ah bah massifs. c'est sûr, c'est sûr et certain. Je pense que j'ai jamais aussi vite arrêté de fumer quand ma connerie que j'ai fait là, mais c'est pas celle que je recommande. Ou comme je pense que je suis jamais aussi vite, j'ai jamais aussi vite progressé dans ma dépendance affective qu'en me forçant à rester 3 semaines toute seule et contacter personne. Mais Hmm. c'est pas la meilleure. T'as C'est été faire tes intéressant, courses ça. quand même?
Ouais, ouais, j'avais fait. Enfin, et j'aime pas faire les courses, du coup, je faisais des drives et j'allais les chercher. Et ça va, genre, quand on me rapportait mes courses pour les mettre dans mon coffre, j'étais pas en train de prier la personne et de dire, s'il te plaît, on peut avoir une discussion, toi et moi. C'est intéressant. Ce sera un des sujets de recherche que j'aurai prochainement, ça, je pense. Le, le degré d'efficacité d'une méthode plus brutale versus une méthode plus douce par rapport aux différents individus, parce qu'effectivement, il y en a qui sont. Après, je pense que ça doit venir aussi, je sais pas, avec certaines réalisations étant plus jeune, parce que c'est vrai que dès le moment où on comprend que notre temps est compté, en tout cas tel que nous sommes, ça implique qu'on doive prendre certaines dispositions pour pouvoir agir quand même plus rapidement. Et pas juste enchaîner chaque semaine et se mettre des cuites en faisant passer le temps, parce qu'au final, ça ne nourrit pas l'âme, ça. Enfin, ça ne nourrit pas l'âme. Non, 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 mais pas du Donc, tout. Mais ouais, écoute, si tu mènes ton étude sur pourquoi les méthodes brutales, ça marche sur certains et pas sur d'autres, tu me diras où ça a mené. Ça m'intéresse en vrai, parce que je me dis, genre aujourd'hui je fais du coaching, de la thérapie, mais à personne je dis de faire ça, genre à aucune personne je leur dis, vous avez une dépendance affective? Enfermez 3 semaines. C'est diagnostic. Mais soit ça marche, soit c'est encore pire. Non, mais c'est ça. Et genre, je me dis, genre, je suis thérapeute, machin. Et les gens me disent, mais toi, t'as fait comment? Je suis là, non, mais vraiment, je suis pas l'exemple à suivre. Alors, me suivez pas du tout. Faites pas du tout comme moi. Et c'est vrai qu'il y a pourtant, Non, il y faut a... que tu fasses les archétypes avant, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais même les archétypes, j'ai certains artisans où je vois quand même qu'ils sont fragiles et tu leur fais une méthode comme ça, c'est 1000 fois pire derrière, quoi. C'est Ah bon? possible. Ouais, ouais, j'en avais typé une qui était bah, justement ISTP aussi, mais tu vois que les traumas qu'elle a, tu lui fais faire un truc comme ça, c'est pas possible. Genre, tu lui fais une méthode Brutus comme ça, elle va pas gérer du tout. Ça va être encore pire. Après, je me dis, est-ce que c'est parce qu'il faut un certain niveau de conscience? Parce que moi, je sais que le step où vraiment je commence à être vraiment brutale avec moi, c'est que ça fait un moment que ça me casse les bonbons, tu vois, d'être sur le truc et de vouloir chercher une solution et que je teste des choses et je vois que ça marche pas. Et en fait, il y a un moment où il y a un trop-plein et je suis en mode, ok, Charline, pas de problème. Je suis gentille avec toi, ça marche pas. On essaye la bienveillance, la gratitude, le machin, ça marche pas. Pas de problème, on va être brutal et ça va marcher, tu vas voir. Et après, je me dis, est-ce que c'est un schéma traumatique dans le sens où, bah, quand j'étais gamine, moi, ma famille, elle a toujours été comme ça avec moi. Alors, ça a jamais été genre, je t'accueille dans la bienveillance, ton émotion, machin. C'est arrête de faire chier, tu saoules et machin, et puis on s'en fout complètement. Et du coup, c'est que quand t'es archi brutal avec moi que je finis par me taire, en fait, parce que bah, là, je suis allée trop loin dans j'ai besoin d'attention ou j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Et du coup, je me dis des fois, est-ce que ça marche? Parce que ça me rappelle quand j'étais petite et du coup, bah, là, je me tais. Mais en même temps, je me dis, si ça marchait pas et que ça répondait à mon schéma, le problème y reviendrait, alors que là, le problème y revient pas. Donc, voilà. Il doit y avoir quand même une part dedans. Il y a une part Ah, mais pour c'est sûr sûr. de l'enfance. Et Mm, comment est-ce que tu as pu observer un petit peu, tu sais, les figures d'autorité dans ton enfance, comment est-ce qu'elles géraient leur propre vie et leur manière de solutionner leurs problèmes? mm, Euh, En tout cas, je pense. Parce que quand mm. j'observe, moi, les miracles un petit peu qu'a accompli mon père, justement, dans le fait de vouloir atteindre certains objectifs, etc., je me dis, oui, c'est en mode, t'y vas coûte que coûte, tu le fais, point. C'est soit tu le fais, soit tu meurs, c'est tout. C'est c'est tout. Mais tu vois, Donc, et ça, dans les trucs comme ça, dans ma famille, eux, comment ils gèrent ça, justement, c'est pas du tout pareil. Genre, moi, j'ai une famille sous anxiolytique, tu vois, ils sont tous angoissés, ils sont tous sous l'exomil. Vraiment, c'est des gens peureux de ouf, ils font rien, ils osent pas, ils restent bloqués, tu vois. Et quand je vois, du coup, moi, mes comportements, je me dis, c'est pas possible. Genre, je suis vraiment Et même partie pas de dans. la même famille, tu sais. Ah ouais, non, mais c'est clair. Genre, moi, j'ai vraiment. Ma famille, c'est tout ça. Là, là, non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. On a peur, on a peur. Enfin, ils restent bloqués 8 ans dans le même problème. Ça leur pose pas de. Enfin, ils s'en rendent pas compte, quoi. Genre, c'est juste, ils sont stressés, ils sont stressés, ils sont stressés, quoi. Donc, c'est pour ça que je me dis, des fois, peut-être que c'est pas forcément la famille. Parce qu'en tout cas, eux, comment ils gèrent leurs problèmes, c'est pas du tout comme moi, je les gère, quoi. Après, c'est plus eux, le comportement qu'ils avaient envers moi. Ou genre, moi, c'était toujours, ah, mais t'as toujours un truc, mais tu saoules, et machin, et gna gna. Et va plus loin et vas-y, et c'est bon. Et du coup, bah, t'as pas le choix d'être tout seul avec toi, donc à un moment, tu trouves les ressources tout seul, et c'est d'être brutal. hmm, ok. Là, on trouve quand même je dirais, une similitude
dans la manière que vous avez eu d'approcher un petit peu le sujet, c'était quand même le fait, bon, déjà, bien sûr, de s'intéresser à ce sujet par soi-même, faire ses propres Mm. recherches d'un côté, mais aussi trouver du soutien de la part de quelqu'un de qualifié, quelqu'un de compétent pour pouvoir nous épauler dans cette démarche, ce qui est totalement vrai. Parce qu'effectivement, le faire seul, c'est bien, mais le faire seul, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité mentale et aussi une force de caractère qui n'est pas donnée à tout le monde et surtout au vu des circonstances de certains qui sont quand même ils sont assez bas au fond du trou. Donc, ok, si vous deviez déjà recommander une ressource écrite, vidéo, audio, tout format, une ressource qui vous a aidé à mieux comprendre le sujet. Alors, n'en dépend de vraiment travailler sur vos blessures ou votre dépendance, mais au moins de juste mieux comprendre le sujet. Qu'est-ce qui vous a aidé? Mhm. Moi, j'ai envie de te dire classique, Lise Bourbeau, hein, le truc. Enfin, en tout cas, c'est le premier truc où en tout cas, tu ouvres les yeux. Moi aussi que ce livre-là, je savais déjà du coup la dépendance affective, ce que c'était et tout machin, j'avais mis le doigt dessus. Mais quand j'ai lu dans le livre le passage des comportements que tu pouvais avoir enfant quand t'es en dépendance affective, j'ai dit, oh my God, c'est exactement moi. Et tu sais, genre, tu lis le truc en mode t'as honte, t'es là, ah putain, oui, c'est ça. Et je dirais, ouais, c'est le premier truc où tu te renseignes un peu. Mais après, vraiment sur le sujet de la dépendance affective, genre, j'ai rien particulièrement comme ressource, hein. C'est plus des trucs que j'ai vus à droite à gauche sur Internet ou du coup bah, d'en parler avec mes psys, mes thérapeutes que j'avais à l'époque. Mais j'ai pas de ressources exactes. Je sais qu'il y a une fille que j'aime bien et avec qui je parle bien, qui est spécialisée dedans sur Instagram, ça s'appelle le Lab d'Anouk. Mais sinon, j'ai pas de ressources particulières. Ok. Et moi, bah, je te dirais un peu la même chose pour le coup, parce que j'ai entendu parler de la dépendance affective comme ça, de base, j'y connaissais rien. Mais après, j'ai fait mes propres recherches sur Internet. Après, j'ai écouté des livres audio, des podcasts. Mais ouais, c'est par mes propres recherches, en fait. Il n'y Hmm. a pas eu un truc qui a fait que j'ai eu le déclic, quoi. Bon, bah, Florine, tu peux écrire un livre sur la dépendance affective, ça va pas cartonner du coup, parce que ça Ouais, je n'existe pas. pense. J'ai une ressource qui va être un petit peu controversée, qui va aller à l'inverse, en fait. C'est-à-dire, c'est n'en dépendre de mieux comprendre la dépense affective. Ça va permettre aux individus de se garder, d'être avec d'autres individus qui pourraient trigger cette dépense affective ou les manipuler. Et qui, par ailleurs, vous permettent de manipuler les gens. C'est quand même sympa. C'est deux livres, en fait. Il y en a deux qui sont très connus, qui sont Mm. de Robert Greene. J'aurais dit sur que t'allais me sortir celui-là. Ben oui, forcément. 48 lois du pouvoir, en premier lieu. Parce que la meilleure manière de se garder contre l'utilisation du pouvoir, c'est de comprendre comment le pouvoir est utilisé, forcément. Et le deuxième, c'est l'art de la séduction. Robert Greene aussi, qui explique tous les types de séducteurs, qui explique la manière, étape par étape, de séduire une personne extrêmement puissant, et qui donc vous permet de vous garder contre des individus qui pourraient, consciemment ou inconsciemment, vous séduire et vous faire rentrer dans un schéma, encore une fois, répétitif, traumatique, et du coup déplaisant. Parce Mm. que ça, c'est ce qu'on a pu observer comme pattern dans les choses assez, on va dire, challengeantes, surtout des jeunes de nos jours, c'est l'inhabilité, l'inaptitude à être seul. C'est-à-dire à sauter de relation amoureuse en relation amoureuse, sous prétexte que on ne veut pas finir seul, ou alors que... Et aussi, un des problèmes, c'est que les réseaux sociaux, les médias, la pop culture, les films, tout ça, mettent en avant, promouvoient en tout cas, on va dire une forme de relation qui est toujours tournée vers l'autre. Il faut être avec quelqu'un, il faut machin. L'amour, c'est ça, etc. Alors qu'en réalité, c'est faux. L'amour a de multiples facettes. L'amour est Mm. individuel. Et ça demande avant tout de se connaître soi-même pour ensuite réellement pouvoir apprécier une autre personne. Comment est-ce Mais qu'on le peut truc, c'est réellement qu'à apprécier une personne? Ah, vas-y, excuse-moi. l'heure d'aujourd'hui, personne ne s'apprécie, tu vois.
Enfin, il y en a beaucoup. Plus le temps passe, moins les gens s'apprécient, moins les gens aiment être seuls, et ils vont tout faire pour être avec quelqu'un, même si bah, ils l'aiment pas spécialement, quoi. Ça, c'est une de mes questions principales chaque fois au premier date que je fais. Je lui fais à quel point est-ce que tu t'aimes? Et là, elle va me dire, ah, mais je m'aime et tout. Je fais, t'es sûr de toi? Et là, elle bug. Je lui dis, est-ce que tu t'aimes réellement? Et là, ah non, t'as raison, je m'aime pas vraiment. Et ça fait mal. Ça fait mal de se l'avouer, mais une fois l'inconfort passé d'avoir compris qu'on ne s'aime pas réellement, c'est beaucoup plus simple de faire ce travail sur soi. Mm, Mais bon, pour moi, du coup, c'est disqualification directe. Pas de sujet. Ah oui, non, mais forcément. mm. Ouais. Non, mais ouais. Mais par contre, ouais, enfin, tes livres, là, Robert Greene, j'aime pas trop. Moi, je suis pas fan de ça parce que, voilà, pour moi, c'est vraiment du. Encore une fois, c'est comme tout, c'est que ça dépend entre les mains de qui ça tombe. Mais Robert Greene, c'est pas négatif tout ce qu'il fait, tu vois, c'est bien quand même, mais c'est pas les livres que je recommande le plus. Mais par contre, effectivement, je te rejoins sur le fait à partir du moment où on se rend compte qu'on a une dépendance affective ou, enfin, peu importe qu'on a une faiblesse quelque part, c'est bien de s'intéresser à la faiblesse même, en fait, et à qu'est-ce qu'on peut attirer et qui on peut attirer. Parce que ça évite vraiment après beaucoup de problèmes par la suite, parce que je me suis jamais autant renseignée sur les profils qui peuvent nous amener dans de l'emprise psychologique, parce que bah, les dépendants affectifs, on est les plus réceptifs à ça, à l'emprise émotionnelle, l'emprise psychologique, etc. Les dépendants affectifs, c'est ceux qui se font plus le gouroutiser, hein, donc les sectes et tout, c'est juste une bande de dépendants affectifs autour de quelqu'un, hein, c'est vraiment ça. Et du coup, bah, le fait de me renseigner sur ça, tu vois, genre les gourous, comment ils sont, les profils qu'il peut y avoir, ou bah, le fameux pervers narcissique, là, machin, que tout le monde voit partout, mais il y en a très peu finalement, ou du coup, bah, te renseigner sur toutes les formes de manipulation qu'il peut y avoir. Et moi, ça m'a permis d'avoir une espèce de liste dans ma tête de red flags, mais instantanées, où maintenant, bah, je vais plus du tout et je n'approche même plus ces personnes-là, quoi. Tout simplement. Mhm. Encore une fois, pour pouvoir se garder contre l'utilisation du pouvoir, il faut le comprendre. Donc, au-delà de l'utiliser par soi-même sur d'autres personnes, et donc d'utiliser une forme de manipulation, encore une fois, que l'intention soit positive ou négative, en dehors de ce cadre-là, il y a quand même cette notion que de comprendre ces sujets pour éviter de répéter des schémas qui sont toxiques pour nous. Donc ça, Mhm. voilà. Même si L'art de la séduction est un livre des plus intéressants lorsqu'on reste à un niveau de communication qui est toxique. Ah, Ouais. il est intéressant. Il est intéressant. Il nous donne énormément de contexte sur des choses qui, de base, resteraient de l'ordre de l'inconscient. Ouais. Ouais, il faudrait que je le lise un peu plus ce livre-là, parce que à chaque fois je l'avais lu entre les lignes, là au-dessus de ton épaule, et à chaque fois le peu de mots que je voyais, j'étais là, oh my god, mais c'est horrible ce qu'il dit tant lui là. Non, Mais c'est très intéressant parce qu'il illustre à chaque fois son propos avec des anecdotes qui sont historiques Mm. de personnes très connues, historiques. Ça peut être John Fitzgerald Kennedy, ça peut être Krishnamurti, qui est un grand philosophe et penseur Ouais, indien. alors, je dis, Ça ouais. pouvait être Gandhi, Nelson Mandela, ça peut être Cléopâtre, même dans l'Antiquité. Et Mm, comment mm. Cléopâtre a séduit César, notamment, et Marc Aurèle ensuite. Bref. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et encore une fois, je suis d'avis que il faut s'intéresser aux différents sujets, surtout des sujets qui touchent euh, à la psyché, donc au comportement de l'être humain, parce qu'encore une fois, on se comprend mieux soi-même, on comprend mieux pourquoi et comment les autres agissent d'une manière ou d'une autre, vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de nous. Mm, Et mm. donc, par la même occasion, on vit une vie qui est plus consciente et donc plus saine. Parce qu'il y a aussi ce paradoxe, ça, ce qu'on a pu, enfin, ce que je peux observer beaucoup, c'est dès qu'on commence à s'intéresser à un sujet comme ça, comme la psychologie, qu'on commence à comprendre des choses, en tout cas surtout quand c'est de la psychologie relationnelle, donc entre hommes et femmes, généralement, en tout cas du côté des hommes, je ne sais pas si c'est comme ça du côté des femmes aussi, mais on tombe dans ce cas où on préférait être ignorant à nouveau. On préférait oublier tout ce qu'on a compris et Ah ouais. revenir dans cette ignorance en mode non, mais je préférais quand c'était avant, quoi. Il y a Clairement. encore 3 jours, je parlais de ça, je disais putain, mais les cons heureux, ils doivent être tellement bien. Parce que genre, j'ai pas.
Genre, je me dis à chaque fois, enfin, pas tout le temps, tu vois, mais il y a des moments où vraiment, genre, t'es en down et t'en as marre et il y a plein de trucs qui vont pas. Et t'es là, mais putain, j'aurais tellement aimé ne jamais ouvrir cette porte. Et te dire, mais vas-y, je suis dans l'ignorance et je suis bien. Parce que des fois, tu vois des gens qui sont complètement débiles et qui sont vraiment heureux dans leur déni et ça se passe bien. Après, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Ils seront malheureux à la fin de leur vie, c'est une évidence. Mais sur le moment, quand toi, t'es en mode, t'es en train de te battre avec tes démons et tu comprends les trucs et tout machin, et t'es là, bah non, cette personne, je m'en éloigne parce qu'elle est comme ci, et cette personne, je ne veux pas lui parler parce qu'elle est comme ça. Et t'es là, putain, mais le déni, c'était si bien à la fois. Et bon, tu sais qu'après, c'est pas l'issue hein, sur la fin. Mais il y a toujours le petit truc des fois où, quand t'es en down, t'es là, mais j'aurais tellement aimé ne jamais ouvrir cette porte, ça aurait été génial. Mais non, non. Bah, d'un côté, tu ne veux jamais ouvrir cette porte, mais de l'autre, tu es fier de l'avoir ouvert. Ouais, ouais, bah oui. Donc, Mais Ouais, le et ça, paradoxe. des fois, je me dis, on doit avoir une relation toxique avec la psychologie, tu vois. Genre, on est en mode, je t'aime moi non plus. Genre, des fois, t'es en mode, ah, c'est trop bien, c'est trop stylé. Puis après, t'es là, non, ça me saoule, j'en ai marre. Mais, euh, mais ouais. Mais surtout, ouais, je pense que ce que tu disais là, sur le fait de se renseigner sur ces choses-là, c'est du jargon guerrier, tu vois. Mais t'es jamais autant averti de ton ennemi si tu te renseignes sur lui, tu vois. Et il faut se dire qu'on a tous une faiblesse et donc on a forcément un ennemi. Et renseigne-toi au maximum sur ce truc-là pour vraiment capter et t'en éloigner au maximum, quoi. Parce que je pensais, moi, dans mon inconscient, je pensais que de me renseigner, tu vois, sur la manipulation, etc., machin, ça pourrait faire de moi quelqu'un de manipulant et de toxique ou de négatif. Et en Exactement. fait, C'est le et en cas. fait, tu me trouves toxique et manipulatrice. Manipulatrice, 1 million de %. Ok, super. Bon, bah, génial. Merci, Rémi. Tu as une capacité à manipuler qui est sans équivoque. Bah ouais. Putain, mais tu me diras mes compétences, ceux-là, je les ai pas, là. Et du coup, là, je me pensais, tu vois, qu'en me renseignant sur ces trucs-là, eh ben, je deviendrais du coup cette espèce de méchante ou quoi, machin, où du coup je serais ultra vicieuse, ou que je serais tout le temps dans la méfiance, et en fait, pas du tout. En fait, ça, il y a une espèce de truc qui se met en place où juste, bah, tu vois tout de suite, ça te rappelle un truc que tu as lu sur l'ennemi, du coup, si on prend le jargon guerrier. Et tout de suite, genre, tout de suite, t'arrives à prendre le lead dessus et à dire non, bah non, là, je sais que c'est pas bon. Et toi, bah, tu deviens pas aussi méchant à ton tour. Parce que moi, c'était vraiment la crainte, la pire crainte que j'avais. Tu vois, genre, commencer la thérapie et me dire qu'en fait, je vais être un gourou, genre, ça me faisait flipper. Et en fait, si c'est pas à l'intérieur de toi, tu deviens pas méchant. Genre, Alors, c'est là le sujet. Il y a une phrase très célèbre, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est une phrase qui a fait beaucoup sens. Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, mais c'est la peur de le perdre. Hmm. À partir de Donc quand tu considères que tu peux le perdre? on peut être un leader qui dispose du pouvoir et euh, être parfaitement capable de bien le gérer. Et c'est le fait d'avoir peur de perdre ce pouvoir qui nous fait être corrompus, qui nous rend corrompus, ce pouvoir et qui nous donne envie de le conserver en fait. Hmm. C'est comme ça qu'on voit apparaître des dictateurs, par exemple. Effectivement. Bah écoute, je sais pas quand est-ce que j'ai eu du pouvoir ou si je l'ai déjà, mais on se tient au courant, on se keep in touch, on verra bien. Excellent. Très bien. Pour conclure un petit peu ce podcast, je pense qu'on va faire le tour encore une fois d'une dernière petite question, on va dire, de manière très simple. Si vous aviez la capacité de donner un conseil très spécifique, une recommandation à une personne qui a pu observer qu'elle était dépendante affective, qui nous écoute ici donc, Mhm. quel conseil, quelle recommandation est-ce que vous donneriez en priorité dès le moment où les personnes ont pu comprendre qu'elle était dépendante affective? Je vais dire rester seule 3 semaines. la méthode russe. C'est pas vrai. Euh, En vrai, moi je dirais
gagner du temps et enfin, trouver quelqu'un qui peut accompagner, qui peut aider. Parce que bon, là, j'aurais envie de donner un conseil par rapport à moi, mon expérience, mais à l'époque, il n'y avait pas autant de choses faciles d'accès, d'accompagnement, de psy, de thérapeute et tout. Et en fait, je me dis aujourd'hui, si le film il est à refaire, mais je trouverais tout de suite quelqu'un. Je perdrais pas mon temps à essayer de faire mes recherches et machin, et bidule. Je trouve quelqu'un Mhm. qui s'y connaît, qui est passé par là et machin, et je me fais accompagner, quoi. Bah, du coup, je vais rebondir. Je pense que oui, du coup, il faut se faire accompagner. Je pense que c'est le conseil que je donnerais pour vraiment aller en profondeur dans tout ce qui va être tes blessures. Mais en contrepartie, il faut que tu prennes du temps pour toi, seul. Tu vois, il faut que tu fasses des choses que tu aimes et que bah, la personne qui va t'accompagner, elle va être là pour les moments qui vont être plus difficiles et te faire aller vraiment aller voir en profondeur toutes tes blessures pour pouvoir les soigner. Mais que toi, tu prennes du temps pour toi à côté. Ouais, c'est ça, parce que dépendance affective aussi, quand tu as un thérapeute, bah, tu peux être dépendant aussi de ton thérapeute. Ouais, Et ça, tu peux être dépendant de tout le monde, même de ton chat. ouais. Non, mais vraiment, c'est ça, la dépendance affective, c'est ça qui est atroce, c'est que tu peux vraiment la remettre sur tout, hein. Genre les plantes, les animaux, c'est un délire, quoi. La dépendance affective, t'en termines jamais, quoi, si jamais tu prends pas la responsabilité de te dire, ok, j'apprends à être seule. Parce que ben, de ce que j'avais vu, c'est l'antidote de la dépendance affective, c'est d'apprendre à être seul et d'aimer sa propre compagnie. C'est pour ça que j'ai fait la méthode brutale de Russe. Mais, euh, mais ouais, c'est se faire accompagner, mais en même temps pas compter sur la personne pour qu'elle te sorte de là et, euh, et prendre ses responsabilités, quoi. Apprendre à être seul et à aimer sa propre compagnie, quoi. C'est ça. Pour remonter l'estime de soi. Mhm. Excellent. Fort bien. Et Noiselle, encore une fois, merci. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs polémique maintenant de dire mademoiselle ou si on... Je sais plus. Je crois apparemment en France, t'as plus le droit de le dire ou je sais pas quoi, c'est que Ouais, maintenant, madame. c'est que madame, je crois. Ouais, je Ça, trouve je ça trouve ça bien. extrêmement rigolo. En Russie, je n'avais parlé de ce sujet-là en Russie. Ils ont fait, attends, mais comment ça? On n'a plus le droit de respecter une dame pour ne pas être mariée et de l'appeler mademoiselle et de la montrer comme étant jeune. Donc pour eux, c'était hallucinant. Donc, différentes valeurs, différents systèmes, forcément. Bref, donc, mesdames oiselles, comme ça, on est tranquille. Merci de votre participation aujourd'hui, de votre partage d'expérience aussi, qui, je suis sûr, saura trouver des oreilles attentives, donc seront intéressés par ce que vous avez pu comprendre de votre propre dépense affective, comment vous avez pu donc travailler dessus, parce qu'encore une fois, on a pu voir un petit peu ce que c'était, les causes, et comment la surmonter. Merci aussi pour vos recommandations, donc en termes de ressources, en termes de donc, s'adresser à quelqu'un, tout ça. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Faut aller jusqu'au bout du processus, clairement. Une fois que tu as ouvert la porte, tu peux pas faire marche arrière. Faut juste que tu fasses tout le nécessaire pour guérir. Moi, c'est travailler sur vous. Et c'est tout. Parce que bah, c'est la clé, hein. En fait, c'est t'as un objectif, t'as un rêve, travaille sur toi. C'est le premier truc à faire. Très bien. Je dirais, soyez seul. Pendant 3 semaines. Plus que ça, j'aurais dit. Restez seul, apprenez à vous à apprécier votre propre compagnie. Idéalement, passez un mois dans un chalet en montagne sans connexion. Ça, c'est Et, ta projection. C'est ta projection idéale à toi, ça. c'est la projection. J'adore ça. À un mois en chalet, dans les montagnes, juste avec des livres. Quel plaisir. Et personne avec En qui parler. Géorgie. Sans téléphone, hein, sans... Tu Ah coupes tout. oui, Ça n'emmène rien du tout. oui. Juste des livres. Des livres, de la nourriture et une dizaine de femmes. Ah non, ça c'est autre chose, ça. C'est un autre rêve. C'est pas le sujet là. On bipera au montage. Mm. Parfait. Très bien, messieurs, mesdames, ceux qui nous écoutent, prenez soin de vous. Encore une fois, c'était Rémi. Bon courage. Bye.